Bonjour à tous. Cette semaine, dans votre magazine, il est question de la chlordécone et de ses conséquences sanitaires. Vous le savez, ce pesticide a été utilisé pendant plus de 20 ans aux Antilles pour lutter contre le charançon du bananier. Interdit depuis 1993, ce véritable poison a eu largement le temps de causer des dommages irréversibles car il est prouvé que son utilisation et son caractère persistant dans l'environnement ont entraîné une pollution permanente des sols et une contamination de la population. Pour commencer, je vous propose une petite piqûre de rappel sur le scandale de la chlordécone aux Antilles. Reportage. Interdit dès 1976 aux États-Unis, le chlordécone n'a été interdit qu'en 1993 dans les Antilles françaises. Pour mieux comprendre le danger que représente ce pesticide pour notre santé et notre environnement, direction l'INRA, l'Institut scientifique de recherche agronomique, à la rencontre d'Harry Osier-Lafontaine, directeur de recherche et président du centre INRA Antilles-Guyane. Sur le plan de sa composition chimique, donc c'est une molécule qui présente un squelette carboné très complexe et très robuste, et donc qui rend cette molécule très résistante à toute dégradation. C'est pour ça que donc, c'est une pollution qui est dite persistante. À côté de cela, donc, elle a des caractéristiques chimiques donc, qui lui confèrent une grande affinité pour la matière organique. Donc cette molécule est fixée très fortement sur les sols qui sont riches en matière organique, comme par exemple les endosols qu'on trouve sur les flancs de la soufrière, par exemple, où se développent les cultures de bananes. Il a été révélé que c'est un produit très toxique et très dangereux, donc à la fois pour la santé humaine, donc avec des effets à la fois sur le fonctionnement physiologique, mais aussi le fonctionnement psychologique, donc ça peut avoir des effets très graves, et puis aussi des effets avérés sur l'environnement, puisque c'est une molécule qui est absorbée au niveau des chaînes trophiques, et qui se retrouve jusque dans les poissons, les écrevisses, et bien sûr au stade final chez l'homme. Selon l'étude nommée Timoun, réalisée dans nos départements pendant 8 ans, il apparaîtrait qu'une exposition des femmes enceintes au chlordécone serait à l'origine de troubles neurologiques, notamment sur le développement des enfants. Nous avons constaté qu'on pouvait mettre en évidence un lien entre l'imprégnation à cette molécule qu'on appelle le chlordécone et des perturbations de développement neurologique des enfants que nous suivions. Et ces perturbations étaient minimes, mais corrélées de façon très importante avec l'imprégnation au chlordécone. Ces perturbations étaient d'une part les mouvements fins, des perturbations de la motricité qu'on appelle fine de ces enfants, qui étaient présentes à 7 mois, mais aussi retrouvées à 18 mois, plus spécifiquement chez les garçons. Et par ailleurs, il y avait des perturbations au niveau des tests de ce qu'on appelle la préférence à la nouveauté. C'est-à-dire que les enfants ont une attention particulière sur les nouveaux éléments de leur entourage, dans leur environnement. Et l'imprégnation au chlordécone était liée à une diminution de cette préférence. Dans notre évaluation, l'allaitement maternel n'était pas retrouvé comme une source d'imprégnation des enfants au chlordécone. Donc il est très important de se rappeler que l'allaitement maternel est quelque chose de vraiment fondamental et de vraiment fondamentalement bénéfique pour l'enfant sur différents éléments de son développement, et que le chlordécone ne constitue pas, et au contraire, une contre-indication ou une réticence à l'allaitement. Et pourtant, il faut savoir que l'INRA, par le biais du rapport Kermarek, a alerté les autorités dès 1978 sur la haute toxicité de ce pesticide, révélant de forts indices de pollution et des preuves locales de contamination des écosystèmes et des aliments. L'exposition au chlordécone touche également les animaux d'élevage, car le pesticide se retrouve dans les parties basses des végétaux qui poussent sur les sols des anciennes bananeraies. Les animaux qui pâturent peuvent se contaminer en ingérant de la terre, du fourrage ou de l'eau contaminée. Un bovin peut consommer ainsi près de 500 g de terre par jour. Conséquence, le pesticide se retrouve alors dans les viandes, graisses et organes de l'animal ou ses produits, œufs et lait. Pour éviter de consommer des produits contaminés, comment savoir où trouver cette molécule dans notre environnement et quels sont les légumes les plus touchés ?
Par exemple, vous avez les racines. Donc les racines sont d'abord en contact avec le sol, donc elles absorbent un peu de chlordécone. Et ensuite, les tissus qui absorbent l'eau du sol fixent de façon privilégiée. Au niveau des racines, il y a des comportements un peu différents suivant que l'on s'adresse à des ignames, des malangas ou des dictames. En particulier pour ignames et malangas, le chlordécone qui se trouvera dans la racine se trouvera concentré proche de l'écorce. Et donc en épluchant largement ces racines, on peut diminuer fortement le risque de contamination. Il y a des fruits qui ne sont pas du tout impactés, comme les tomates, puisque l'eau qui arrive dans les tomates a circulé dans l'ensemble de la plante avant d'alimenter les fruits. Et donc, même si la plante pousse sur un sol contaminé, a priori, les fruits ne sont pas contaminés. Et puis, il y a d'autres fruits qui peuvent être contaminés, comme les concombres, par exemple, les cucurbitacées, parce que là, ces organes sont remplis directement avec de l'eau absorbée par les racines, sans avoir un circuit complet dans la plante. Et donc, il peut y avoir une contamination de ces cucurbitacées. La question est de comprendre comment les autorités ont-elles pu faire la sourde oreille durant de si longues années, préférant ainsi privilégier l'impact économique plutôt que la santé publique. De point de vue juridique, c'est une aberration puisqu'on sait que cette molécule a été interdite aux États-Unis dès le milieu des années 70, on va dire, plus tard en Europe et en France, et que malgré tout cela, elle a fait l'objet d'une dérogation qui a permis effectivement son utilisation sur les bananeraies donc, de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc on est là face à une caricature qui montre comment justement des lobbies peuvent, à travers justement le développement de certaines filières, imposer des principes qui sont parfois contraires à la santé de l'homme et à la santé de l'environnement. Actuellement, les zones à risque se trouvent principalement dans le croissant bananier, c'est-à-dire les communes du sud Basse-Terre. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, des travaux de recherche en concertation avec l'INRA, le CIRAD et la DAF sont en cours pour proposer des pratiques de dépollution des sols. L'espoir peut être de léguer une terre saine aux générations futures. Luc Multinier, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le reportage, les conséquences de l'exposition à la chlordécone sont plutôt nombreuses. Commençons aujourd'hui à avoir le recul nécessaire pour mesurer véritablement l'impact de ce pesticide. Oui, on a maintenant un recul d'une dizaine d'années à travers laquelle nous avons mis en place différentes études pour répondre à diverses questions. Et même si nous n'avons pas les réponses à tout, nous commençons à avoir quand même une image, une photographie de la situation de façon plus précise. Plus précise. Alors, nous sommes dans un département où la prévalence des cas de cancer de la prostate est très importante. Aujourd'hui, a-t-on établi une causalité entre la consommation de produits chlordéconés et les cancers de la prostate ? Effectivement, la Guadeloupe est un territoire où le cancer de la prostate est très fréquent. Le cancer de la prostate est une maladie multifactorielle. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, nutritionnels, très importants. Et puis, bien sûr, il y a la question du chlordécone. Et ce que nous avons montré, c'est que le chlordécone, l'exposition au chlordécone, entraîne une augmentation de risque de survenue du cancer de la prostate. Alors le problème, c'est que les gens se disent oui, il y a beaucoup de cancer de la prostate, c'est à cause du chlordécone, donc le chlordécone est dans les racines, dans ce qu'on mange tous les jours depuis des années et peuvent éventuellement changer leur comportement alimentaire. Est-ce que selon vous, il faut vraiment aller vers une modification de nos comportements alimentaires et arrêter de manger ces produits de chez nous ? Ici, dans nos territoires, il faut faire très attention à ne pas modifier trop nos comportements alimentaires traditionnels, qui sont, par de leur fréquence de consommation de légumes racines, fruits et légumes, poissons, très favorables à la santé en général. Oui. Et on sait que des comportements d'alimentation dits occidentalisés ou un peu industrialisés sont des facteurs de risque très importants pour le cancer de la prostate, bien plus que les effets liés au chlordécone. Donc vous dites en fait qu'il faut continuer à consommer nos produits, nos fruits et légumes tout à fait, locaux, il faut absolument, sans peur. Sachant que c'est aux autorités qui revient de veiller
à que les aliments qui sont mis à la disposition de la population ne soient pas contaminés. Le souci, c'est qu'on a parfois un problème de traçabilité des produits quand on achète des légumes comme ça. Alors, dans l'état actuel, on peut considérer que tous les circuits de production, distribution et de vente de denrées alimentaires, terrestres, aquatiques, et qui sont réglementées, eh bien elles sont contrôlées et surveillées par les États. Le problème se pose actuellement sur les circuits non réglementés, dits informels, voire sur les productions qui peuvent avoir lieu dans nos propres jardins familiaux, Voilà. si jamais le sol sur lequel On cultive n'est pas cultive, eh bien, il s'agit de sols pollués. Très bien. Alors, pour ce faire, vous savez, il y a des programmes tels que le programme JAFA qui veillent à justement informer ces populations qui peuvent se trouver en situation de risque. Très bien. Alors revenons sur l'étude Timoun. Pourquoi avoir ciblé les enfants particulièrement à travers cette étude? D'une façon générale, on sait que certaines périodes de la vie, qui peut être la grossesse chez une femme et les premières années de la vie chez un enfant, sont des périodes toujours extrêmement sensibles à des agents divers de l'environnement. Si je vous dis qu'il ne faut pas que des jeunes enfants ou que des nourrissons boivent de l'alcool ou consomment du tabac, cela ça vous paraît évident. Oui. Eh bien, c'est exactement la même chose vis-à-vis des polluants en général. Pourquoi? Parce que ce sont des périodes de la vie où on est extrêmement sensible à ces agents. Donc c'est tout à fait naturellement que dans le cas de la cohorte mère-enfant, nous nous sommes focalisés sur les enfants pour l'instant dans les premières années de la vie, mais bien que nous les continuons à les suivre actuellement à l'âge de 7 ans et on espère ultérieurement à un âge plus avancé. Alors justement, quels sont les tests que vous réalisez, que vous avez réalisés sur ces enfants à différents stades? Ce qu'on sait de par le danger du chlordécone et des études antérieures, c'est que plusieurs aspects doivent focaliser notre attention. D'une part, le développement staturopondéral, c'est-à-dire tout ce qui peut amener tôt ou tard à une situation d'obésité. Ensuite, tout ce qui est le développement neurocomportemental, où là aussi on a un certain nombre de questions très pointues. Puis, bien entendu, on explore le développement de l'appareil génital, voire d'autres aspects, comme par exemple actuellement, à l'âge de 7 ans, des aspects auditifs ou des aspects cardiaques. Très bien. Y a-t-il d'autres études en cours actuellement? Quels sont leurs objectifs, si tel est le cas? Oui, nous avons actuellement une étude qui s'intéresse aux patients qui ont des problèmes, ce qu'on appelle d'hépatite, qui peuvent être liés à une consommation d'alcool ou à des virus de l'hépatite C, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on sait que, sur des travaux expérimentaux chez des animaux, l'exposition au chlordécone potentialise l'effet de ces agents dits hépatotoxiques. Donc on veut savoir si cela s'est traduit par une vraie réalité dans le contexte de la population en Guadeloupe. Merci Luc Multinier pour toutes ces précisions. Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau thème. En attendant, prenez bien soin de vous. Très bonne semaine. Au revoir.